Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors lorsqu'on s'intéresse sérieusement à la franc-maçonnerie, une question finit toujours par s'imposer, parfois très tôt dans la réflexion: comment devient-on franc-maçon? Cette question paraît simple, et pourtant elle ouvre souvent sur beaucoup de confusion, de fantasmes, et même parfois de découragement. Sur internet, on trouve des réponses partielles, contradictoires ou volontairement floues. Certains parlent d'un parcours mystérieux ou presque inaccessible. D'autres réduisent ce chemin à une suite de démarches administratives, comme s'il s'agissait d'une procédure ordinaire. La réalité est plus subtile que cela. Devenir franc-maçon n'est ni un simple dossier à déposer, ni un rite secret que l'on traverserait mécaniquement, ni un examen qu'il faudrait réussir. C'est un chemin, au sens le plus profond du terme. Un chemin structuré, progressif, exigeant, mais aussi profondément humain. C'est précisément pour cette raison qu'il est souvent mal compris. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandes étapes pour devenir franc-maçon, de la toute première réflexion personnelle jusqu'au moment où la loge prend sa décision. Mais je tiens à être très clair dès maintenant. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous donner une méthode. Elle ne va pas détailler le comment faire de chaque étape. Elle ne va pas révéler des pratiques internes ni des procédures précises. Ce que je vous propose ici, c'est autre chose. Je vais vous expliquer la logique du parcours, le sens de chaque étape et pourquoi elles existent encore dans cet ordre-là. L'objectif n'est pas que vous sachiez quoi faire pas à pas. L'objectif est que vous compreniez ce dans quoi vous vous engagez, et surtout ce que ce chemin cherche à construire chez celui qui le parcourt. Si vous êtes profane, curieux ou simplement en réflexion, cette vidéo va vous permettre de poser un cadre clair, sans fantasme, et sans trahir l'esprit initiatique de la franc-maçonnerie. Juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre la franc-maçonnerie, de manière sérieuse, structurée et sans sensationnalisme, je vous invite à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais cela m'aide énormément à développer la chaîne et à continuer à proposer ce travail pédagogique sur la durée. Je vous remercie. C'est parti. Première partie, avant toute chose, comprendre sa démarche. Avant de parler de loge, d'obédience, de contact ou de démarche concrète, il est essentiel de commencer par une étape que beaucoup de profanes sous-estiment, voire ignorent complètement: la compréhension de sa propre démarche. C'est pourtant l'étape la plus déterminante de tout le parcours. Devenir franc-maçon ne commence pas par une lettre, ni un entretien, ni par une rencontre. Cela commence par une question intérieure, souvent silencieuse, parfois confuse, mais toujours fondamentale. Pourquoi est-ce que je souhaite m'engager sur ce chemin? Cette question peut paraître évidente, mais elle est rarement travaillée en profondeur. Beaucoup de personnes s'arrêtent à des réponses rapides: la curiosité, la transmission, la symbolique, la tradition ou encore l'envie de comprendre ou le besoin de sens. Ces motivations ne sont pas mauvaises, elles sont même fréquentes, mais elles restent souvent superficielles si elles ne sont pas interrogées plus loin. La franc-maçonnerie n'est pas un lieu que l'on consomme, ce n'est pas un savoir que l'on acquiert, ce n'est pas une reconnaissance que l'on obtient. C'est un engagement personnel, durable, qui transforme progressivement la manière dont on se perçoit soi-même et qui transforme également la façon dont on se situe par rapport aux autres. Comprendre sa démarche, c'est donc accepter de se confronter à soi-même, sans complaisance, mais sans jugement non plus. Il ne s'agit pas de se convaincre que l'on est prêt. Il ne s'agit pas non plus de se persuader que l'on mérite d'entrer en franc-maçonnerie. Il s'agit de comprendre ce que l'on cherche réellement, et surtout ce que l'on est prêt à remettre en question. Car le chemin maçonnique n'apporte pas de réponse toute faite. Il apprend à vivre avec des questions plus profondes, plus exigeantes, parfois inconfortables. Et c'est précisément pour cette raison que la précipitation est l'un des plus grands pièges pour le profane. Beaucoup souhaitent aller vite, ils veulent savoir comment faire, à qui écrire, où aller, combien de temps cela prendra. Mais tant que la démarche intérieure n'est pas clarifiée, toutes ces questions sont secondaires. Sans ce travail préalable, le risque est grand de s'engager pour de mauvaises raisons ou avec de mauvaises attentes. Certains projettent sur la franc-maçonnerie des besoins personnels non résolus. D'autres y cherchent une reconnaissance, une appartenance ou une forme de légitimité. Ces attentes ne sont pas toujours conscientes, elles peuvent être sincères mais mal identifiées. Comprendre sa démarche, c'est justement prendre le temps de distinguer ce qui relève de la projection, de l'idéalisation ou du fantasme, de ce qui relève d'un véritable désir de travail intérieur. C'est aussi accepter que ce désir puisse évoluer, qu'il se transforme, qu'il s'affine. La franc-maçonnerie n'attend pas des candidats parfaits, elle n'attend pas des personnes déjà arrivées, mais elle suppose une capacité essentielle, celle de se remettre en question. Cette capacité ne se mesure pas à travers un discours, ni à travers une culture, et encore moins à travers un statut social. Elle se manifeste dans la manière dont une personne se regarde elle-même, avec lucidité, humilité et sincérité.
C'est pour cette raison que cette première étape ne peut pas être sautée. Elle ne peut pas être déléguée. Elle ne peut pas être improvisée. Elle demande du temps. Elle demande parfois de l'inconfort. Et elle demande surtout de l'honnêteté. Comprendre sa démarche, c'est également comprendre ce que la maçonnerie n'est pas. Elle n'est pas une solution à tous les problèmes. Elle n'est pas une réponse magique au manque de sens. Elle n'est pas un refuge. Elle est un cadre de travail exigeant, collectif, symbolique, qui suppose une implication régulière et durable. Avant même de penser à entrer en contact avec une loge, il est donc essentiel de se demander si l'on est prêt à s'inscrire dans cette temporalité longue. Le chemin maçonnique ne se parcourt pas seul, mais il ne peut pas non plus être porté par les autres à votre place. Chacun y avance à son rythme, avec ses forces, ses limites et ses résistances. Comprendre sa démarche, c'est accepter cette responsabilité. C'est aussi accepter que l'on puisse, à un moment donné, décider de ne pas aller plus loin ou de différer cette démarche. Renoncer, attendre ou faire un pas de côté ne sont pas des échecs. Ils peuvent être des signes de maturité. Cette première étape n'est donc pas une formalité. Elle est le socle sur lequel repose tout le reste du parcours. Sans elle, les étapes suivantes perdent leur sens. Avec elle, chaque étape prend une cohérence nouvelle. C'est à partir de cette clarification intérieure que le chemin peut véritablement commencer. Partie numéro 2, choisir une obédience et une loge. Une fois la démarche personnelle clarifiée, une autre question apparaît presque immédiatement chez le profane. Où aller ? Ou formulé autrement, vers qui se tourner ? C'est à ce moment-là que surgissent deux notions fondamentales du paysage maçonnique, l'obédience et la loge. Ces deux mots sont souvent confondus, parfois mal compris et très fréquemment idéalisés. Pourtant, comprendre leur rôle respectif est essentiel pour aborder la suite du parcours avec lucidité. Une obédience n'est pas une loge, et une loge n'est pas une structure administrative. L'obédience constitue un cadre général. Elle regroupe des loges qui partagent une même orientation, une même sensibilité, une manière de concevoir la démarche maçonnique. Il existe différentes familles d'obédience. Certaines mettent davantage l'accent sur la tradition symbolique, d'autres accordent une place plus importante à la réflexion philosophique ou sociétale, et d'autres encore revendiquent une approche plus spirituelle ou plus humaniste. Il ne s'agit pas ici de hiérarchiser ces approches, ni d'en dresser un comparatif. Chacune correspond à une vision particulière du travail maçonnique. Le choix d'une obédience n'est donc pas un choix technique, c'est un choix de sens. Il engage une certaine manière de concevoir le travail symbolique, le rapport au rituel, à la tradition, à la réflexion collective. Mais ce choix ne peut être pertinent que s'il est cohérent avec la démarche personnelle évoquée dans la première étape. Choisir une obédience sans avoir clarifié ses motivations revient souvent à projeter sur elle des attentes floues ou irréalistes. La loge, quant à elle, est le lieu vivant du travail maçonnique. C'est dans la loge que les frères et les sœurs se réunissent. C'est là que se vivent les rituels, les échanges, les travaux et les silences aussi. Une loge n'est pas interchangeable avec une autre, même lorsqu'elles appartiennent à la même obédience. Chaque loge a sa propre culture, son rythme, son histoire, sa manière de fonctionner. Le facteur humain y est central. Ce ne sont pas seulement des principes ou des textes qui définissent une loge, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. C'est pour cette raison que le choix d'une loge ne peut jamais être purement théorique. Il repose sur des éléments concrets, humains, relationnels. La proximité géographique joue évidemment un rôle, la disponibilité également, mais ces critères ne suffisent pas à eux seuls. Ce qui importe, c'est la capacité à se projeter dans un cadre collectif précis, avec ses règles, ses rythmes et ses exigences. Il est important de comprendre que la franc-maçonnerie n'est pas une démarche individualiste. Même si le travail est personnel, il s'inscrit toujours dans un collectif. Choisir une loge, c'est accepter de s'inscrire dans une communauté de travail, avec ce que cela implique en termes de respect, d'écoute et d'engagement. Beaucoup de profanes commettent l'erreur de chercher la meilleure loge, comme s'il existait un classement ou une hiérarchie objective. Cette logique est étrangère à la démarche maçonnique. Il n'y a pas de loge idéale en soi. Il n'y a que des loges plus ou moins adaptées à une personne donnée, à un moment donné de son parcours. Le bon choix n'est pas celui qui correspond à une réputation ou à une image extérieure, mais celui qui résonne avec la démarche intérieure du candidat. C'est aussi pour cette raison que le temps est un allié précieux à cette étape. Se précipiter conduit souvent à des désillusions. Prendre le temps de comprendre les grandes orientations, de réfléchir à ce que l'on recherche réellement, permet d'éviter beaucoup de malentendus par la suite. Il faut également accepter une réalité parfois difficile à entendre. Le choix n'est pas unilatéral. Un profane choisit une obédience et une loge, mais une loge choisit aussi, ou non, d'accueillir un profane.
Cette réciprocité fait partie intégrante de la démarche. Elle rappelle que l'entrée en franc-maçonnerie n'est pas un droit, mais le résultat d'un processus de discernement mutuel. Comprendre cela dès le départ permet d'aborder cette étape avec plus de sérénité et surtout avec plus de justesse. Choisir une obédience et une loge, ce n'est donc pas cocher une case, c'est poser une pierre fondamentale du parcours. Une pierre qui conditionne en grande partie la qualité du chemin à venir. C'est pourquoi cette étape mérite réflexion, patience et humilité. Elle prépare déjà, en profondeur, aux étapes suivantes. Partie 3. Prendre contact avec une loge ou une obédience. Après avoir clarifié sa démarche personnelle, puis réfléchi au choix d'une obédience et d'une loge, vient une étape souvent vécue avec beaucoup d'appréhension par les profanes, le premier contact. C'est une étape charnière, une étape où la réflexion intérieure commence à se traduire par un acte concret. Prendre contact avec une loge ou une obédience, ce n'est pas encore entrer en franc-maçonnerie. Ce n'est pas non plus s'engager formellement. C'est avant tout signifier une intention. Cette intention peut sembler simple, mais elle est lourde de sens. Elle marque le passage entre une réflexion solitaire et une démarche assumée. Beaucoup de profanes hésitent longuement avant ce premier pas. Ils craignent de ne pas savoir comment s'y prendre. Ils redoutent de mal formuler leurs demandes. Ils ont peur de déranger ou de ne pas être légitimes. Ces craintes sont fréquentes et elles sont compréhensibles. Mais il est important de rappeler que la franc-maçonnerie n'attend pas des démarches parfaites. Elle n'attend pas non plus des candidats qui maîtrisent déjà les codes. Ce qui est observé à ce stade n'est pas la forme, mais la posture. Prendre contact, c'est avant tout accepter de se présenter tel que l'on est, sans chercher à se mettre en scène. C'est exprimer une intention, pas une revendication. Cette démarche peut se faire de différentes manières, selon les obédiences et les contextes. Mais quelle que soit la forme, l'enjeu reste le même. Montrer que la démarche s'inscrit dans une réflexion sincère et cohérente. À ce stade, il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de se vendre, il ne s'agit pas non plus de démontrer que l'on serait un bon candidat. Il s'agit simplement d'ouvrir un dialogue. Ce premier contact marque également le début d'un changement de temporalité. Le rythme n'est plus celui du profane qui cherche des informations, il devient celui de l'institution, du collectif, du temps long. Et c'est souvent là que naît une forme de frustration. Certains profanes s'attendent à une réponse rapide, à un échange immédiat, à une progression linéaire. Or, la franc-maçonnerie fonctionne sur un autre tempo. Le silence, l'attente, la lenteur font partie intégrante du processus. Ils ne sont pas des obstacles, mais des éléments constitutifs du chemin. Comprendre cela dès le premier contact permet d'éviter beaucoup de malentendus. Il est également essentiel de saisir que ce premier échange n'est pas neutre. Même s'il est simple, même s'il est bref, il donne déjà des indications sur la posture du candidat. La manière dont il formule sa demande, la clarté de son intention, sa capacité à accepter l'incertitude, tout cela est observé, non pour juger mais pour comprendre. Prendre contact, c'est donc déjà entrer dans une relation où la réciprocité commence à se construire. À partir de ce moment, le profane n'est plus uniquement dans une démarche d'information, il devient interlocuteur. Cette étape peut être vécue comme intimidante, mais elle est aussi structurante. Elle oblige à sortir de l'abstraction, à assumer sa démarche. Il est important de souligner qu'un premier contact n'implique aucune garantie de suite. Il peut être suivi d'un échange, d'un silence prolongé ou parfois d'une réponse négative. Ces issues ne doivent pas être interprétées comme des jugements définitifs. Elles s'inscrivent dans une logique de discernement, parfois liée à des contraintes internes, humaines ou temporelles. Apprendre à accueillir ces réponses, quelles qu'elles soient, fait déjà partie du cheminement. Prendre contact avec une loge ou une obédience, ce n'est donc pas franchir une porte, c'est se placer devant un seuil. Un seuil qui demande patience, humilité et constance. C'est aussi une étape qui prépare aux suivantes, en invitant le futur candidat à ajuster ses attentes et à inscrire sa démarche dans un temps plus long que celui de l'immédiateté. Partie 4, la lettre de motivation maçonnique. À un moment du parcours, souvent après un premier contact ou dans le prolongement de celui-ci, apparaît une étape qui cristallise beaucoup d'inquiétudes chez les profanes, la lettre de motivation. Cette lettre est parfois perçue comme une épreuve, comme un exercice académique, comme un texte qu'il faudrait réussir sous peine de voir sa démarche s'arrêter net. Cette représentation est largement erronée. La lettre de motivation maçonnique n'est pas un devoir, ce n'est pas un concours d'écriture, ce n'est pas non plus un texte destiné à impressionner. Elle a une fonction bien plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeante. Cette lettre est avant tout un premier espace de parole personnelle, posé, réfléchi, écrit. Un espace où le futur candidat est invité à exprimer sa démarche, avec ses mots, son rythme et sa sincérité.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui compte ici n'est pas la forme parfaite, ni le style, ni la maîtrise d'un vocabulaire particulier. Ce qui est observé, c'est la cohérence entre ce qui est écrit et la démarche intérieure déjà engagée. La lettre permet à la loge de mieux comprendre qui est la personne qui se présente, non pas à travers son parcours professionnel ou ses titres, mais à travers la manière dont elle donne du sens à sa demande. C'est pour cette raison que cette étape demande du temps. Beaucoup de profanes cherchent à écrire vite. Ils veulent faire ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Mais une lettre écrite dans la précipitation se ressent presque toujours. Elle trahit une démarche encore floue ou une volonté d'aller trop vite. À l'inverse, une lettre mûrie, même simple, même imparfaite sur la forme, révèle souvent une réflexion plus profonde. La lettre de motivation n'a pas vocation à convaincre. Elle n'a pas pour but de plaider une cause. Elle vise à donner à voir une intention, pas à la justifier. C'est un point essentiel. Trop de candidats cherchent à expliquer pourquoi ils seraient légitimes, pourquoi ils auraient leur place, pourquoi ils seraient faits pour la franc-maçonnerie. Or, cette logique est étrangère à la démarche maçonnique. La lettre n'est pas un argumentaire, c'est un témoignage. Elle permet d'observer la manière dont la personne parle d'elle-même, la manière dont elle évoque son cheminement, la manière dont elle formule ses attentes, mais aussi ses limites. Les silences sont parfois aussi parlants que les mots. Ce qui n'est pas dit, ce qui est esquivé, ce qui est surinvesti, tout cela donne des indications précieuses. Il est important de comprendre que cette lettre n'est pas lue isolément, elle s'inscrit dans un ensemble. Elle est mise en relation avec les premiers échanges, avec la posture générale du candidat. C'est pourquoi chercher à réussir sa lettre en la rendant conforme à une image idéalisée du candidat peut être contre-productif. Certaines lettres sont très bien écrites, très bien construites ou très séduisantes, et pourtant, elles peuvent laisser apparaître une distance entre le discours et la personne. D'autres sont plus simples, parfois maladroites, mais profondément sincères. Elles témoignent d'un véritable travail intérieur. La lettre de motivation maçonnique est donc une étape de clarification, autant pour la loge que pour le candidat lui-même. Écrire, c'est déjà mettre de l'ordre dans sa pensée. C'est se confronter à ses propres mots. C'est parfois découvrir des incohérences, des hésitations, des contradictions. Ce travail n'est pas inutile, il fait partie intégrante du chemin. Il permet aussi de mesurer si la démarche est suffisamment ancrée pour être formulée par écrit. Certains profanes réalisent au moment de cette lettre que leur réflexion n'est pas encore mûre, que certaines motivations sont encore confuses, ou que le moment n'est peut-être pas encore venu. Là encore, ce constat n'est pas un échec, il peut être un signe de justesse. La lettre de motivation n'est donc pas une formalité administrative, c'est une étape de mise en cohérence. Elle oblige à ralentir, à réfléchir, à assumer ce que l'on écrit. Et c'est précisément pour cela qu'elle occupe une place si importante dans le parcours. Elle prépare aux échanges à venir, elle prépare à la rencontre, elle prépare à l'écoute. Sans elle, les étapes suivantes perdraient une part de leur profondeur. Partie 5, le premier contact en personne. Après la lettre de motivation vient une étape souvent chargée d'émotions et de projections, le premier contact en personne. Pour beaucoup de profanes, cette rencontre est vécue comme un moment décisif. Ils l'imaginent comme un entretien formel, une épreuve à réussir, parfois même comme un jugement. Cette représentation est très répandue. Et pourtant, elle est largement éloignée de la réalité. Le premier contact en personne n'est pas un examen, ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas une scène où il faudrait se montrer sous son meilleur jour. C'est avant tout une rencontre humaine, une rencontre entre une personne qui exprime une démarche et des frères ou des sœurs qui cherchent à comprendre cette démarche. Ce qui se joue à ce moment-là dépasse largement les mots échangés. La posture, le ton, la capacité d'écoute, la manière d'être présent comptent autant, sinon plus, que le contenu du discours. Beaucoup de profanes arrivent à cette rencontre avec un fort désir de bien faire. Ils ont préparé ce qu'ils veulent dire, ils ont anticipé des questions, ils cherchent à éviter les silences, mais cette volonté de contrôle est souvent contre-productive. La franc-maçonnerie n'attend pas des candidats qui récitent un discours. Elle s'intéresse à des personnes capables d'être elles-mêmes dans un cadre exigeant. Le premier contact est donc un espace de dialogue, pas de performance. Il permet d'observer comment le futur candidat se situe face à l'autre. S'il sait écouter autant qu'il parle, s'il accepte le rythme de l'échange, s'il est à l'aise avec le doute et l'imprévu. Les silences, parfois redoutés, font partie intégrante de ce moment. Ils ne sont pas des pièges, ils permettent de laisser émerger une parole plus juste, moins immédiate. Les silences parfois redoutés font partie intégrante de ce moment. Ils ne sont pas des pièges, ils permettent de laisser émerger une parole plus juste, moins immédiate.
Ce premier contact est aussi un moment où la loge cherche à comprendre si la démarche du candidat s'inscrit dans une temporalité compatible avec la sienne. La franc-maçonnerie travaille dans le temps long. Elle ne répond pas à une logique d'urgence. Elle suppose une disponibilité régulière et durable. Cette réalité peut apparaître dès cette première rencontre, dans la manière dont le candidat évoque son engagement possible ou dans sa perception du temps, de la patience, de l'attente. Il est également important de rappeler que ce premier contact n'est pas une validation. Il n'ouvre aucun droit, il ne garantit aucune suite. Il s'inscrit dans un processus progressif de discernement. Ce discernement est réciproque, la loge observe le candidat, mais le candidat observe aussi la loge. Il découvre une ambiance, une manière de communiquer, une culture relationnelle. Il peut ressentir une résonance ou au contraire une distance. Ces ressentis sont importants, ils méritent d'être écoutés. Le premier contact en personne permet donc d'ajuster la démarche, de confirmer un élan ou parfois de le questionner. Il arrive que certains profanes réalisent à ce stade que ce qu'ils avaient imaginé ne correspond pas à ce qu'ils recherchent réellement. Ce constat n'est pas négatif, il peut être profondément constructif. Cette rencontre n'a pas pour but de séduire, elle n'a pas pour objectif de convaincre à tout prix. Elle vise à établir une relation basée sur la sincérité, le respect et l'écoute mutuelle. C'est à travers cette qualité de présence que la loge commence à percevoir si un chemin commun est envisageable. Le premier contact en personne est donc une étape essentielle, mais jamais définitive. Il ouvre une porte sans encore la franchir. Il prépare aux étapes suivantes en posant les bases d'un dialogue qui s'inscrit dans la durée. Partie 6, les enquêtes maçonniques. Après le premier contact en personne, le parcours entre dans une phase souvent mal comprise et parfois source d'inquiétude, les enquêtes maçonniques. Ce terme à lui seul suscite de nombreux fantasmes. Il évoque parfois dans l'imaginaire un contrôle, une investigation, voire une mise à l'épreuve intrusive. Cette représentation est largement erronée. Les enquêtes maçonniques ne sont ni une procédure policière, ni une vérification administrative, ni un examen déguisé. Elles s'inscrivent dans une logique bien différente. Les enquêtes constituent un temps d'écoute et de discernement, à la fois pour la loge et pour le futur candidat. Elles permettent de prolonger, dans la durée, ce qui a commencé lors des premiers échanges. Il est important de comprendre que la franc-maçonnerie travaille dans le temps long. Elle refuse les décisions précipitées. Elle se méfie des engagements trop rapides. Les enquêtes sont précisément là pour introduire cette temporalité. Elles permettent à plusieurs frères ou sœurs de rencontrer le candidat, non pour le juger, mais pour mieux comprendre sa démarche, son parcours et sa manière d'entrer en relation. Chaque personne est différente, chaque rencontre est différente, chaque échange apporte un éclairage particulier. Ce qui est observé n'est jamais un détail isolé, mais une cohérence globale qui se construit au fil du temps. Les enquêtes permettent aussi au candidat de vivre une expérience essentielle, celle de la répétition. Répéter sa démarche, la reformuler, la questionner, ce processus oblige à approfondir ce qui parfois n'était encore qu'intuitif. Au fil des enquêtes, certaines motivations se précisent, d'autres peuvent s'atténuer. Des attentes irréalistes peuvent apparaître plus clairement. Ce travail n'est pas toujours confortable. Il peut faire surgir des doutes, il peut susciter des interrogations nouvelles, mais c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Les enquêtes ne cherchent pas à piéger, elles cherchent à vérifier si la démarche résiste au temps, si elle s'inscrit dans une continuité, et si elle peut s'accorder avec le cadre collectif de la loge. Il est également important de rappeler que les enquêtes sont un temps de discernement réciproque. Le candidat n'est pas seulement observé, il observe lui aussi. Il découvre des personnalités différentes, des sensibilités variées, des manières de parler, d'écouter et de questionner. Ces rencontres permettent de sentir si une relation de confiance peut s'installer, si un dialogue est possible, si une résonance existe. Les enquêtes sont donc autant un espace de découverte qu'un espace de clarification. Elles permettent également d'évaluer la capacité du candidat à s'inscrire dans un cadre collectif exigeant, à accepter la diversité, à composer avec des points de vue différents. La franc-maçonnerie n'est pas un espace d'entre-soi homogène. Elle repose sur la rencontre de parcours, de sensibilités et de regards différents. Les enquêtes permettent d'éprouver cette réalité concrètement. Il est fréquent que cette phase soit vécue comme longue, parfois trop longue aux yeux du profane. Mais cette lenteur n'est pas un défaut, elle est une condition. Elle protège la loge, elle protège le candidat. Elle permet d'éviter les engagements précipités, les incompréhensions durables et les désillusions. Les enquêtes maçonniques ne visent donc pas à produire une certitude immédiate, elles visent à laisser émerger une évidence progressive, une évidence qui se construit dans la durée,
dans la répétition des échanges et dans la cohérence ressentie. Cette étape prépare directement à la suivante. Elle installe un cadre de confiance, mais aussi une exigence. Elle rappelle que l'entrée en franc-maçonnerie n'est jamais un simple passage, mais le résultat d'un cheminement partagé. Partie 7, le passage sous le bandeau. Parmi toutes les épreuves du parcours pour devenir franc-maçon, le passage sous le bandeau est sans doute celle qui suscite le plus d'interrogations, d'angoisse parfois, et de fantasmes. Beaucoup de profanes l'imaginent comme un moment décisif, presque spectaculaire, entouré de secrets et d'épreuves mystérieuses. Cette image est largement nourrie par ce que l'on projette sur l'inconnu. En réalité, ce qui rend cette étape si marquante n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle provoque intérieurement. Le passage sous le bandeau n'est pas une épreuve à réussir, ce n'est pas un test, ce n'est pas un rite que l'on traverse pour prouver quelque chose. C'est avant tout un temps de mise à l'écart, volontaire et temporaire, qui invite le futur candidat à se retrouver face à lui-même. Privé de ses repères habituels, il est placé dans une situation où l'écoute, l'attention et la présence prennent une importance nouvelle. Cette étape marque un basculement symbolique dans le parcours. Elle introduit une rupture avec la logique ordinaire du quotidien, faite de maîtrise, de visibilité et de contrôle. Le bandeau, dans sa dimension symbolique, n'est pas là pour cacher, il est là pour déplacer le regard. Il invite à quitter la posture de celui qui observe pour entrer dans celle de celui qui ressent, qui écoute, qui perçoit autrement. C'est pour cette raison que la préparation intérieure à cette étape est essentielle. Ce qui se joue ici ne dépend pas de connaissances préalables, ni de capacités particulières. Il dépend de la manière dont le candidat accepte de lâcher prise. Le passage sous le bandeau confronte souvent à des émotions inattendues. Le silence, l'attente, l'incertitude, ces éléments qui peuvent être inconfortables, font partie intégrante de l'expérience. Ils ne sont pas là pour déstabiliser gratuitement. Ils permettent d'ouvrir un espace intérieur différent, plus disponible, plus attentif. Cette étape permet également à la loge d'observer comment le futur candidat réagit face à une situation qu'il ne contrôle pas. Non pas pour le juger, mais pour comprendre sa capacité à s'inscrire dans une démarche initiatique, où le sens ne se donne pas immédiatement. Il est important de rappeler que le passage sous le bandeau ne livre aucune vérité. Il ne révèle rien au sens spectaculaire du terme. Il prépare. Il prépare à accepter que certaines choses ne se comprennent qu'avec le temps. Il prépare à accueillir la symbolique sans chercher à le réduire à une explication rationnelle immédiate. Pour beaucoup de candidats, cette étape marque un tournant intérieur. Elle permet de mesurer concrètement ce que signifie entrer dans une démarche initiatique. Certains en ressortent apaisés, d'autres troublés, d'autres encore profondément interrogés. Toutes ces réactions sont légitimes. Le passage sous le bandeau n'attend pas une réaction particulière. Il n'impose pas un ressenti précis. Il propose une expérience qui ne se raconte pas, qui ne s'explique pas, mais qui s'inscrit durablement dans le parcours. C'est aussi pour cette raison qu'elle est entourée de retenue et de discrétion, non par goût du secret, mais parce que son sens appartient d'abord à celui qui la vit. Cette étape ne valide rien à elle seule, elle ne garantit pas la suite du parcours. Elle s'inscrit dans une continuité, en lien avec tout ce qui a été vécu auparavant. Elle invite le futur candidat à approfondir sa posture intérieure, à accepter l'inconnu, à entrer plus pleinement dans une logique de transformation. Le passage sous le bandeau n'est donc pas une fin, ni un aboutissement. Il est un seuil qui demande disponibilité, humilité et confiance. Partie 8, le temps de réflexion et la décision de la loge. Après le passage sous le bandeau, le parcours entre dans une phase plus silencieuse, souvent mal comprise par les profanes. Le temps de réflexion qui précède la décision de la loge. À ce stade, beaucoup de candidats éprouvent un sentiment d'attente intense. Ils ont le sentiment que l'essentiel a été vécu, que tout est désormais joué. Et pourtant, le chemin n'est pas encore achevé. Ce temps de réflexion n'est pas une parenthèse vide. Il n'est pas un simple délai administratif. Il fait pleinement partie du processus initiatique. La franc-maçonnerie accorde une place centrale à la lenteur, non par goût de la complexité, mais parce que certaines décisions ne peuvent être prises qu'après un temps de maturation. Ce temps permet à la loge de relire l'ensemble du parcours, de mettre en perspective les différentes rencontres, d'évaluer la cohérence globale de la démarche du candidat. Il ne s'agit pas de juger une performance, il ne s'agit pas de comptabiliser des points positifs ou négatifs. Ce qui est recherché, c'est une forme d'évidence progressive, une impression de justesse,
un sentiment que le chemin du candidat peut s'accorder avec celui de la loge. Ce discernement est collectif, il ne repose pas sur une seule personne. Il implique l'ensemble de la loge dans le respect de ses règles et de son fonctionnement interne. Cette dimension collective est essentielle. Elle rappelle que l'entrée en franc-maçonnerie n'est jamais une décision individuelle isolée, mais le fruit d'un regard partagé. Pour le candidat, ce temps peut être éprouvant. Il confronte à l'incertitude, à l'absence de maîtrise, à l'impossibilité de savoir à l'avance. Mais cette expérience n'est pas étrangère à la démarche maçonnique. Elle en est déjà une expression. Accepter de ne pas savoir, de ne pas contrôler l'issue fait partie du chemin. Il est important de comprendre que la décision de la loge, quelle qu'elle soit, ne constitue pas un jugement de valeur sur la personne. Une décision favorable ne signifie pas une reconnaissance ou une réussite personnelle. Elle signifie simplement qu'à un moment donné, une convergence a été perçue. Une décision défavorable, quant à elle, ne remet pas en cause la valeur d'un individu. Elle peut tenir à de nombreux facteurs. Le contexte de la loge, sa capacité d'accueil, son équilibre interne, ou encore le moment du parcours. Ce temps de réflexion invite donc à une posture d'humilité. Il rappelle que l'entrée en franc-maçonnerie n'est ni un dû, ni un aboutissement personnel. C'est une possibilité, une rencontre, un accord fragile et exigeant. Pour certains candidats, cette attente permet de confirmer leurs désirs. Pour d'autres, elle révèle des doutes plus profonds. Parfois, elle conduit à reconsidérer la démarche. Toutes ces issues sont légitimes. Le temps de réflexion n'est pas une épreuve supplémentaire. Il est un espace de maturation, autant pour la loge que pour le candidat. Il clôt le parcours profane, sans encore ouvrir celui de l'initié. Il marque la fin d'un cheminement de discernement et l'ouverture possible d'un autre chemin, différent, plus exigeant encore. En conclusion, si l'on prend maintenant un peu de recul sur l'ensemble de ce parcours, une chose apparaît clairement. Devenir franc-maçon n'est pas une procédure à suivre, mais un chemin à parcourir. Chaque étape que nous avons évoquée n'a de sens que reliée aux autres. Aucune ne peut être isolée. Aucune ne peut être réduite à une formalité. La réflexion personnelle, le choix d'une obédience et d'une loge, le premier contact, la lettre de motivation, les rencontres, les enquêtes, le passage sous le bandeau, puis le temps du discernement, tout cela forme un ensemble cohérent, progressif et exigeant. Ce parcours n'a pas pour objectif de sélectionner les meilleurs, ni de produire des candidats conformes à un modèle. Il vise à permettre une rencontre entre une personne et un cadre initiatique, une rencontre entre un chemin individuel et un chemin collectif. C'est pour cette raison que la lenteur est omniprésente. Elle n'est pas un obstacle, elle est une protection. Elle protège la loge, elle protège le candidat, elle permet à chacun de se situer avec justesse. Beaucoup de profanes cherchent à savoir combien de temps cela prend, combien d'étapes il faut franchir, à quel moment on sait. Mais ces questions légitimes en apparence passent souvent à côté de l'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la manière dont chaque étape est vécue. Ce qui compte, ce n'est pas d'arriver, mais de comprendre ce qui se transforme en chemin. Devenir franc-maçon suppose d'accepter une chose fondamentale. Tout ne se maîtrise pas, tout ne se comprend pas immédiatement, et tout ne se décide pas seul. Ce chemin demande patience, humilité et constance. Il demande aussi de la sincérité envers soi-même. Certaines personnes avanceront jusqu'au bout, d'autres s'arrêteront en chemin, d'autres encore choisiront d'attendre. Aucune de ces options n'est un échec. La franc-maçonnerie n'est pas une finalité, c'est une proposition, une voie possible parmi d'autres. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la logique de ce parcours, alors elle a rempli son objectif. YouTube permet de présenter une vision d'ensemble, mais il ne me permet pas d'entrer dans le détail de chaque étape. Dans ma formation complète, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo, l'ensemble du parcours est approfondi de manière structurée, étape par étape. Chaque phase est expliquée dans son sens, sa logique, avec des ressources dédiées pour travailler la réflexion personnelle, éviter les erreurs les plus fréquentes et avancer avec plus de clarté et de sérénité. Cette formation ne propose pas de recettes ni de méthodes toutes faites. Elle accompagne un cheminement dans le respect de l'esprit initiatique et de la démarche maçonnique. Un e-book gratuit est également disponible pour celles et ceux qui souhaitent commencer ce travail de réflexion à leur rythme avant d'aller plus loin. Tous les liens vers la formation complète et l'e-book gratuit sont disponibles dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.